Eh bien, bienvenue à tout le monde dans le cycle de conférences de l'association Opéra Mundi, assise à Marseille, pour le thème de cette année qui est toujours le temps, prenons le temps. La crise sanitaire nous a obligés de délocaliser nos conférences grand format avec l'accord de notre partenaire, la Bibliothèque de l'Alcazar et le concours du Goethe Institut de Marseille. Ce mercredi, nous avons organisé une visioconférence d'Armut Rossa avec les élèves germanophones du lycée Saint-Charles à Marseille. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir de nouveau Armut Rossa, philosophe et sociologue allemand de renommée internationale, pour une conférence bilingue, et cela avec l'aide de nos partenaires du consulat allemand et du Goethe Institut de Marseille. Je passe d'abord la parole à Sonia Preux du Goethe Institut. Bonsoir, je voudrais également vous souhaiter la bienvenue ici, cher public, cher Hartmut Rosa, cher Eric, je te remercie pour ton mot d'accueil. Donc, je m'appelle Sonia Preux, je suis en charge de la programmation culturelle au Goethe Institut Marseille, l'institut culturel allemand actif au niveau mondial. À Marseille, nous sommes basés à la Friche La Baie de Mai, avec notre activité à Marseille et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec nos axes, la collaboration culturelle et la promotion de la langue allemande. Nous sommes très heureux de cette première collaboration avec Opéra Mundi, un partenaire précieux pour nous avec sa philosophie et son expertise dans le domaine de la conférence. Et nous sommes également très contents de collaborer avec les bibliothèques de Marseille et le consulat général d'Allemagne à Marseille. Nous souhaitons nous adresser avec nos thèmes actuels et sociétaux, non seulement à un public spécialisé, mais aussi promouvoir le dialogue avec un public large. Et nous nous réjouissons particulièrement de cet échange ce soir avec Hartmut Rosa. Vous n'êtes pas seulement un des philosophes les plus demandés actuellement, mais votre propos fait partie des questions les plus importantes de notre présent et de l'avenir. Donc, nous sommes très contents que cette conférence puisse avoir lieu dans ce cadre. Il y aura une documentation qui sera accessible sur le site des bibliothèques de l'Alcazar, aussi sur notre site. N'hésitez pas à venir voir notre programmation. Sur notre site, il y a par exemple un événement avec Anne Weber, la lauréate du prix du livre allemand, l'équivalent du prix Goncourt, que nous invitons cette année avec le musée d'histoire de Marseille, autour de son livre sur Anne Beaumanoir, une résistante qui a fait la résistance à Marseille et aussi dans le FLN en Algérie. Donc, n'hésitez pas à rester à la page. Et maintenant, nous revenons à ce soir. Je vous souhaite et nous souhaite une très bonne conférence avec Hartmut Rosa. Voilà. Et je voulais aussi vous conseiller de mettre peut-être la galerie, pas en galerie, mais de choisir, je pense que c'est possible pour vous de mettre l'affichage de l'orateur, si je ne me trompe pas. Intervenant, cliquez sur l'intervenant. Merci beaucoup, Sonia. Merci beaucoup. Et comme je le disais, c'est un honneur et un très grand plaisir de recevoir Armut Rossa, sociologue et philosophe allemand, professeur à l'université Friedrich Schiller de Jena en Allemagne, dans la lignée de la célèbre école de Francfort et sa théorie critique. Armut Rossa traite de nos vies contemporaines et tout particulièrement son accélération sociale. La plupart de ses livres traduits sont publiés en France aux excellentes, enfin il est traduit dans le monde entier, mais en France il est principalement publié aux excellentes éditions de la Découverte, et on peut citer ses derniers livres, rendre les titres de ces derniers livres, Rendre le monde indisponible, Résonance et Accélération, une critique sociale du temps. Cette conférence sera bilingue, elle sera traduite consécutivement par la traductrice Marie Herman, que vous pouvez voir ici sur les écrans. Armut Rossa abordera 3 notions liées au temps, et entre chaque notion, nous prendrons une question du public que nous poserons à Armut Rossa. Alors n'hésitez pas, dès le début de la conférence, à poser vos questions dans la zone
converser de cette visioconférence. Et si vous avez le choix de vous adresser à plusieurs personnes, adressez-vous à Question Goethe Institut Marseille. Voilà, je suis encore très heureux que tout cela puisse se passer, parce que ce n'était pas facile quand même à relocaliser. Et je laisse la parole à Hartmut Rosa et vous souhaite un très bon moment. Merci. Merci beaucoup, Éric Giraud, pour cette introduction et aussi à Sonia Preux, le Goethe-Institut. Je suis très, très heureux d'avoir la chance d'être avec vous ce soir, même si c'est seulement digital aujourd'hui, mais je suis très content de donner une conférence et de discuter avec vous. Mais malheureusement, mon français n'est pas assez bien pour donner la conférence en français. C'est pourquoi je vais parler en allemand. Merci beaucoup à Marie Hermann pour la traduction. So, das heißt, ich werde jetzt einfach in Deutsch fortfahren. Und das erste Konzept, das ich Ihnen vorstellen möchte, ist das Konzept der Beschleunigung. Es geht dabei darum, dass in unserer Gesellschaft eigentlich seit 200 Jahren das ganz starke Gefühl vorherrscht, die Wahrnehmung, dass wir in einer sich beschleunigenden oder dynamisierenden Welt leben. Das war der Ausgangspunkt meiner Überlegungen, dass die Zeit, die Geschichte, die Gesellschaft irgendwie schneller zu werden scheinen. Donc bonsoir, merci encore d'être là. Donc, je vais commencer tout de suite par le premier concept que je voudrais présenter. Le premier concept, c'est ce qu'on appelle en allemand donc, la Beschleunigung, ce qui veut dire l'accélération. Ce qui veut dire en gros que depuis, à mon avis, depuis 200 ans, le sentiment règne, l'impression généralisée nous atteint un peu tous que le monde s'accélère, se dynamise, que un peu tout va plus vite. Wenn man sich fragt, was bedeutet Beschleunigung denn wirklich? Ist es nur ein Phänomen der Wahrnehmung oder ist es eine materielle Realität? Eine materielle Realität. Dann lautet meine Diagnose, dass man die Beschleunigung der Welt wirklich sehen kann, weil es sich dabei um eine materielle Inbewegungssetzung, ein materielles Inbewegungssetzen von Welt handelt. Und dieses Inbewegungssetzen sehen wir daran, wenn man die Welt von außen betrachten würde, würden wir sehen, wie Jahr für Jahr mehr Flugzeuge, mehr Schiffe, mehr Eisenbahnen, mehr Automobile, mehr Fahrräder, mehr Busse, auch größere Lastwagen zum Beispiel in Bewegung sind. Wir setzen buchstäblich seit 200 Jahren die Welt in immer größere Bewegung. Et quand on se demande ce que ce concept recouvre réellement, est-ce que c'est simplement une perception ou est-ce que ça recouvre une réalité matérielle? Pour moi, la réponse que j'y apporte, c'est qu'on peut vraiment le voir. On peut en voir ces manifestations physiques. Il s'agit, à mon sens, d'une mise en mouvement du monde réel, matériel. C'est-à-dire que si on s'écarte un peu du monde, si on prend de la distance avec lui et qu'on le regarde, on voit concrètement qu'il y a de plus en plus de bateaux, de plus en plus d'avions, de plus en plus de trains, de chemins de fer, d'automobiles, de vélos, de bus. Et donc que vraiment le mouvement s'accentue et s'amplifie depuis ces 200 dernières années. Also eigentlich heißt Beschleunigung zunächst einmal fast in einem naturwissenschaftlichen Sinn die Dynamisierung, das in Bewegung setzen von immer mehr Menschen, immer mehr Masse und immer mehr Güter. Das war Jahr für Jahr so, eigentlich bis zur Corona-Krise, bis zu Covid-19. Vor einem Jahr haben Geologen festgestellt, dass wir die Welt tatsächlich langsamer gemacht haben, dass das Bewegungsprofil der Erde sich verlangsamt hat. Et donc cette accélération, ce concept, il peut s'observer sur un plan quasiment biologique. C'est-à-dire qu'on voit vraiment cette dynamisation, cette mise en mouvement de plus en plus de gens, de masse, de biens. D'année en année, ça n'a cessé d'augmenter jusqu'au coronavirus, jusqu'à ce qu'on est en train d'expérimenter aujourd'hui, où on constate concrètement que le monde ralentit.
Ja, ich werde auf Corona noch einmal am Ende zu sprechen kommen. Ich möchte jetzt aber soziologisch so scharf wie möglich fragen, was beschleunigt sich wirklich in unserem Leben, in unserem Alltagsleben? Je reviendrai sur cette histoire de coronavirus à la fin, un peu plus longuement. Mais pour le moment, je voudrais commencer par poser la question sur un plan vraiment sociologique. Qu'est-ce qui s'accélère réellement dans notre vie quotidienne? Und da lautet meine These, meine soziologische Arbeit sagt, dass es 3 Felder der sozialen Beschleunigung gibt, die wir unterscheiden müssen. Und dass diese 3 Felder sind technische Beschleunigung, die Beschleunigung des sozialen Wandels und die Beschleunigung des Lebenstempos. Et ma thèse, ce sur quoi porte mon travail de sociologue, c'est que, à mon sens, il y a 3 champs qu'il convient de différencier. D'abord, l'accélération sur le plan technique, ensuite l'accélération du bouleversement, du changement de société ou du changement social, et enfin la vitesse ou le tempo à laquelle vont nos vies. Ich möchte jetzt ganz kurz alle 3 Felder durchgehen und mit der technischen Beschleunigung beginnen. Ich meine mit technischer Beschleunigung, dass unsere moderne Gesellschaft dadurch gekennzeichnet ist, dass sie zielgerichtete Prozesse schneller erreichen kann, schneller durchführen kann. Das sieht man insbesondere an der Beschleunigung des Transports, von der Fußreise bis zum Automobil oder bis zum Flugzeug, an der Beschleunigung der Kommunikation, von der Brieftaube oder dem berittenen Boten zum Internet, das mit Lichtgeschwindigkeit Daten und Zeichen in der Kommunikation übermittelt, aber auch zur Beschleunigung der Produktion. Wir können mit Hilfe moderner Technologien, angefangen mit der Dampfmaschine, Dinge viel schneller herstellen als früher. Also also Beschleunigung heißt zum einen die technische zielgerichtete Beschleunigung von Transport, Kommunikation und Produktion. Je vais commencer par un peu traverser ces 3 champs, les expliciter un peu rapidement. Donc, je vais commencer par l'accélération sur le plan technique. À mon sens, notre société moderne, elle se définit par le fait qu'on se rapproche d'objectifs ou de buts vers lesquels on veut aller plus rapidement. On va plus vite vers ces objectifs. Ça se voit de manière très concrète et très évidente avec les transports. On est passé du transport à pied, de la marche à pied à l'avion. Ça se voit aussi dans le domaine de la communication. On est passé par le pigeon voyageur et aujourd'hui, on en est à Internet. Ça se voit aussi dans le champ de la production, où là aussi, on a vu une réelle accélération à travers différentes technologies qu'on maîtrise désormais et qui ont commencé avec la machine à vapeur. Davon zu unterscheiden ist die Beschleunigung, also die Beschleunigung des sozialen Wandels, und die ist nicht zielgerichtet. Aber hier stellen wir fest, dass die Welt nicht bleibt, wie sie war. Ja, unsere Umwelt verändert sich mit einem wachsenden Tempo. Und wenn ich sage unsere Umwelt, dann meine ich zum Beispiel die Computer. Ja, alle 2 Jahre brauche ich einen neuen Computer, ein neues Handy. Aber auch die Kleidung. Ja, man kann sehen, dass sie in immer kürzeren Abständen weggeworfen und durch neue ersetzt wird. Auch die Modewellen werden kürzer. Aber zum Beispiel auch Arbeitsverträge halten nicht mehr über ein ganzes Leben lang, sondern sie werden kürzer. Und so kann man sehen, die Assoziationsmuster, die Praxisformen, wie man Dinge tut, das Wissen, was wir über die Welt haben, zum Beispiel welches Geschäft in dem Haus an der Straßenecke ist, das hat eine immer kürzere Haltbarkeit. Ich spreche da von einer Gegenwartsschrumpfung. Das bedeutet einfach, die Welt wird instabiler, die Veränderungsraten steigen. Et donc, je voudrais différencier de ce premier champ, le champ de la technique, celui du changement social, qui, lui, n'a pas d'objectif. Il ne se dirige pas vers un but concret et prédéfini. Et pour autant, on voit bien que le monde ne reste pas comme il était. Notre environnement se transforme en permanence. Et quand je parle d'environnement, je veux parler par exemple des ordinateurs qui se transforment extrêmement rapidement, des téléphones, mais aussi des vêtements. On voit bien que les modes durent de moins en moins longtemps, mais ça se vérifie aussi dans le champ des contrats de travail qui ne durent plus une vie entière et de manière générale,
dans notre rapport au monde, dans le rapport pratique qu'on a au monde, dans nos propres pratiques. Pour parler simplement, un exemple concret, les boutiques qui sont en bas de chez nous, dans la rue, se transforment de plus en plus vite. On a ce sentiment que le monde est de moins en moins stable. Ja. Und die dritte Form der sozialen Beschleunigung, die dritte Form ist davon konzeptuell zu unterscheiden, nämlich die Beschleunigung des Lebenstempos. Ja, wir haben das Gefühl, Menschen in modernen Gesellschaften haben das Gefühl, dass ihnen die Zeit knapp ist, dass ihre To-Do-Liste, die Aufgabenliste explodiert und dass sie deshalb schneller handeln müssen, dass sie schneller machen müssen. Seit 200 Jahren gibt es dieses Gefühl, oh, Zeit ist knapp, ich will mich beeilen, damit ich mehr Dinge pro Tag tun kann. Ja, deshalb definiere ich die Beschleunigung des Lebenstempos als eine Steigerung der Anzahl der Handlungsepisoden oder der Erlebnisepisoden pro Zeiteinheit. Und Menschen versuchen das zu tun, indem sie schneller handeln, zum Beispiel Fastfood nehmen, statt langsam kochen oder Speed-Dating machen, statt die alten Formen des Kennenlernens zu pflegen, oder ein Powernap, das heißt ein ganz kurzer Mittagsschlaf, um wieder fit zu sein, aber auch indem wir versuchen, keine Pausen oder Leerzeiten entstehen zu lassen. Sobald es eine Pause gibt, machen wir etwas anderes. Und wir versuchen auch mit Multitasking mehrere Dinge gleichzeitig zu tun, zum Beispiel dem Vortrag zuzuhören und nebenher noch eine SMS schreiben. Das sind alles Strategien, mit denen wir versuchen, die Zahl der Handlungen, die wir pro Tag erledigen können, zu steigern. Et la troisième forme, c'est donc ce que je définis comme l'accélération du rythme de la vie, du tempo de la vie. Tous les humains, tous les êtres humains des sociétés modernes ont le sentiment qu'ils ont de moins en moins de temps, que leur to-do list, leur liste de tâches à accomplir ne cesse d'enfler et d'augmenter. Ils ont tous le sentiment qu'ils doivent faire de plus en plus vite, agir de plus en plus rapidement pour pouvoir en faire plus. Et donc, il y a vraiment cette augmentation généralisée d'action et d'expérience dans chaque unité de temps. On le voit aussi à des exemples très concrets. On a recours au fast-food plutôt que de prendre le temps de cuisiner. On a recours au speed dating plutôt que de prendre le temps de se rencontrer. On a recours au power nap, cette petite sieste qui nous permet d'être à nouveau très efficace au travail, alors qu'on ne prend plus le temps de faire des pauses ou d'avoir des temps vides où il ne se passe rien. On a également recours au multitasking, qui consiste à faire plusieurs choses en même temps, comme par exemple écouter une conférence tout en écrivant des SMS, on vous voit. Donc, on a vraiment ce sentiment-là d'augmentation permanente, d'action et donc d'accélération constante pour pouvoir mener à bien toutes ces actions. Also zunächst einmal hat man das Gefühl, dass es ein Paradoxon ist. Wieso haben wir das Gefühl, dass uns die Zeit knapp wird, dass wir schnell machen müssen, wenn wir doch immerzu Zeit sparen durch die schnelleren Technologien? Das Auto spart uns Zeit, der Computer spart uns Zeit, die Mikrowelle spart uns Zeit, dann müssten wir doch eigentlich viel Zeit haben. Aber das Gegenteil ist der Fall. Und die spannende Frage ist, wieso ist das so? Und darauf gibt es eigentlich gibt es darauf 3 Antworten. Ne? Also ich frage jetzt, wo kommt diese Beschleunigung, diese Atemlosigkeit der modernen Welt her? Und die erste Antwort darauf lautet, dass diese 3 Formen der sozialen Beschleunigung einen Akzelerationszirkel bilden. Die treiben sich wechselseitig voran. Und dieser Zirkel sieht so aus, dass die technischen Beschleunigungen, zum Beispiel die Erfindung des Automobils oder des Internets, die Welt verändern. Die Welt bleibt nicht stabil. Das heißt, technische Erfindung beschleunigt den sozialen Wandel. Und der soziale Wandel erzeugt das Gefühl der Zeitknappheit. Wir müssen immer schneller laufen, um auf dem Laufenden zu bleiben, um Schritt zu halten mit den Veränderungen. Und wenn uns die Zeit knapp wird, verlangen wir nach schnelleren Technologien. Und damit ist der Zirkel geschlossen. Dieses Beschleunigungsspiel treibt sich selber an. Das ist die erste Antwort. Et alors, donc, on a immédiatement un sentiment de faire face à un paradoxe. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'on manque de temps en permanence alors qu'on passe sa vie à en économiser puisque la voiture nous permet de gagner du temps, puisque le micro-ondes nous permet de gagner du temps.
pourquoi est-ce qu'on a le sentiment contraire. Et à cela, à ce sentiment d'être en permanence à bout de souffle, que nous avons tous dans nos sociétés modernes, j'ai 3 réponses. La première, c'est que ces 3 formes d'accélération, en fait, elles dessinent un cercle, un cycle. C'est-à-dire qu'elles s'entre-nourrissent les unes les autres, chacune aboutit à une autre, à la suivante. Tous les changements techniques, par exemple Internet, ont une action sur le monde. Ils transforment le monde, ils contribuent à le rendre moins stable. On peut donc dire que le changement technique accélère le changement social, qui lui-même a un effet sur le rythme de nos vies. Puisque pour rester à la page, rester dans ce changement social, on est obligé nous-mêmes d'accélérer. Et en accélérant, on a recours à des technologies. Donc là, ça boucle la boucle, on revient sur l'accélération de la technique. Okay. Ist das okay für Sie, Marie? Oder es ist perfekt. Okay, okay. Es ist alles perfekt. Okay, sehr gut. Ja. Okay. Aber so, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Diese Logik der Beschleunigung, dieses System der Beschleunigung ist ein völlig neues, das in vormodernen Gesellschaften vor dem 18. Jahrhundert nicht zu beobachten war. Und zwar deshalb, weil Beschleunigung zu einem notwendigen Bestandteil der Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Systems geworden ist. Meine Definition hier ist die einer dynamischen Stabilisierung. Ich definiere eine moderne Gesellschaft so folgendermaßen. Eine Gesellschaft ist modern, wenn sie sich nur dynamisch stabilisieren kann. Das bedeutet, sie muss wachsen und beschleunigen und Innovationen hervorbringen, um sich zu erhalten, um ihr System zu erhalten. Also zum Beispiel die Arbeitsplätze zu erhalten, das Gesundheitssystem zu erhalten, das Rentensystem zu erhalten und so weiter. Et alors, ce système d'accélération, ce système, donc ce qu'on appelle en allemand Beschleunigung, il est très nouveau. Il n'existait pas dans les sociétés prémodernes. Et la raison que j'y vois, c'est que cette accélération, en fait, elle est devenue essentielle à nos sociétés. Elle est devenue au cœur des sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui. En fait, on assiste à ce qu'on pourrait appeler une sorte de stabilisation dynamique. C'est-à-dire que, à mon sens, une société est moderne à partir du moment où elle parvient à se stabiliser elle-même de façon dynamique. C'est-à-dire qu'en gros, elle doit en permanence changer et se transformer pour se maintenir. Ce qui se voit par exemple dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de la santé ou dans le domaine des retraites. Ja. Okay, das heißt, das ist ganz wichtig, ich komme darauf im letzten Punkt auch noch einmal zu sprechen, dass diese Logik der Beschleunigung gar nicht von unserer Gier getrieben wird oder von unserer Rastlosigkeit, dass wir immer neuer oder immer Neueres oder immer mehr haben wollen oder Besseres, sondern letzten Endes wird das System angetrieben von der Angst, dass wir verlieren, was wir haben, wenn wir nicht schneller werden. Et c'est un point important, je reviendrai dessus dans la dernière notion. Il faut bien saisir que cette accélération, ce mouvement, cette dynamisation, elle ne provient pas de notre désir ou de notre besoin d'avoir plus ou d'avoir mieux, mais simplement de notre peur de perdre ce que nous avons. Man kann auch sagen, Beschleunigung ist zu einem systemischen Zwang geworden. Aber das ist nicht das Einzige, was uns antreibt. Deshalb ist es mir wichtig, als dritter Motor, ich möchte noch einmal zusammenfassen, der erste Motor war, dass die Beschleunigung sich selber antreibt. Die 3 Formen bilden einen Beschleunigungszirkel. Der zweite Grund ist, dass wir in einem ökonomischen System vor allen Dingen leben, das der permanenten Beschleunigung bedarf, um sich zu erhalten. Der dritte Grund ist ein kultureller. Beschleunigung bedeutet für uns auch Freiheit und Glück. Ich glaube sogar, dass Beschleunigung zu einem Ersatz für religiöse Vorstellungen geworden ist. Beschleunigung ist in gewisser Weise ein Ewigkeitsersatz, weil wir wissen, dass wir eines Tages sterben müssen. Wir möchten aber bis dahin möglichst viel von der Welt sehen und erfahren und auch möglichst viel von unseren eigenen Anlagen realisieren oder entdecken oder entfalten. Und der Tod wird uns daran hindern,
die ganze Welt zu erfahren und auszuschöpfen, ihre Möglichkeiten auszuschöpfen. Und deshalb lebt die Moderne von der Idee, dass wenn wir doppelt so schnell leben, dann können wir 2 Leben in einem Leben haben. Und wenn wir unendlich schnell werden, dann können wir so etwas wie ein ewiges Leben vor dem Tod haben. Deshalb gibt es schon auch einen kulturellen Antriebsfaktor, der diese Beschleunigungslogik mit antreibt. On pourrait même donc dire qu'il s'agit d'une contrainte systémique, en considérant donc cette idée que ce système, pour se maintenir, doit être en permanence dans une accélération. Donc, juste pour résumer, et pourtant, ce n'est pas ça qui nous maintient, qui nous pousse à agir de cette façon. Pour résumer, je voudrais revenir sur donc, ces 3 raisons. La première, on l'a dit, c'est que ces 3 types d'accélération s'entraînent les unes les autres, se nourrissent les unes les autres, en formant une sorte de cycle. La deuxième, c'est que nous vivons dans un système économique qui a besoin de cette accélération pour se maintenir. Et la troisième, c'est une raison culturelle. À mon sens, il y a une accélération aussi sur le plan culturel, c'est-à-dire qu'on relie, on voit l'accélération comme quelque chose qui est lié à la liberté et au bonheur. À mon sens, c'est même un ersatz, une sorte de remplacement de la représentation religieuse ou d'un concept d'éternité. C'est-à-dire que nous savons que nous allons mourir et avant, nous voulons voir et expérimenter un maximum d'éléments qui sont dans le monde et nous réaliser nous-mêmes, accomplir un maximum de choses dans notre vie. C'est comme si on avait le sentiment que la mort allait nous empêcher de vivre toutes ces possibilités qui nous sont offertes et que si on vivait 2 fois plus vite, on pourrait vivre 2 vies. Il y a vraiment cette idée, ce concept d'une sorte de vie infinie, de vie éternelle avant la mort. Donc, il y a aussi vraiment cette dimension culturelle qui est importante dans ce concept d'accélération. Okay, das war im Wesentlichen das Erste, was ich sagen wollte. Ich hoffe, wir haben jetzt einen Begriff der Beschleunigung gewonnen. Die moderne Gesellschaft ist eine Beschleunigungsgesellschaft in dem Sinne, dass sie permanent technische Beschleunigungen hervorbringt, dass dadurch die Rate der kulturellen Veränderungen wächst und damit auch das Lebenstempo der Menschen. Und angetrieben wird dieses System von mächtigen ökonomischen und sozialen Zwängen, aber auch von kulturellen Begehrlichkeiten, die alle so ineinander greifen, dass das Leben schneller und schneller wird und sich Subjekte zunehmend auch als die Opfer dieses Beschleunigungsdrucks erfahren. Und das war voilà. Dann C'est dans l'essentiel ce que je voulais dire à propos de ce premier concept, de cette première notion, donc celle d'accélération. Donc, je voulais bien insister sur le fait qu'une société moderne telle qu'on la connaît est donc très liée à cette idée d'accélération, donc avec toutes ces différentes données que j'ai bien exposées, tous ces différents changements, le fait que l'accélération ait lieu aussi bien dans le domaine technique que dans le domaine du changement social, que dans le domaine du rythme des vies, que les raisons ou les fils rouges qui l'amènent à s'articuler de cette façon sont à la fois économiques, sociaux et culturels, et que ces 3 domaines sont très liés et qu'ils font des sujets, des sortes de victimes de cette accélération. C'est donc la fin de ce premier petit exposé et je prends donc la question qui m'a été transmise. Que pensez-vous des conséquences de... Non, je pense... Ah, c'est une petite hésitation, je pense celle-là. Pardon. En quoi l'accélération dans la survenue des crises rejoint-elle le cercle technique, social, individuel? Verstehen Sie das oder übersetze ich? Vielleicht übersetzen Sie sich nochmal. Also inwiefern die Beschleunigung in der Tatsache, dass die Krisen sich vermehren und immer schneller kommen, kann man das annähern von dieser Zyklus technisch, sozial und im Leben der Individuen? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, dass die Krisen selber durch diese Beschleunigungslogik erzeugt werden. Ja, ich unterscheide verschiedene Arten der Krisen, nämlich eine ökologische Krise zum Beispiel, die entsteht dadurch, dass das gesellschaftliche System zu schnell für die Natur geworden ist. Ich glaube, es gibt auch eine politische Krise, weil Demokratie selber Zeit
zeitintensiv ist, der Zeitbedarf und deshalb unter Zeitdruck gerät. Und es gibt so etwas wie eine psychologische Krise, eine Burnout-Krise zum Beispiel, weil unsere Seele nicht mehr mithalten kann. Und sogar ökonomische Krisen entstehen aus dem Beschleunigungsdruck. Und es ist durchaus plausibel zu sagen, diese Krisen nehmen an Intensität und vielleicht auch an Geschwindigkeit zu innerhalb dieser Beschleunigungslogik. Insofern würde ich der Frage zustimmen. Ich würde sie bejahen. Alors, effectivement, moi j'irais même jusqu'à dire que ces crises sont entraînées, créées précisément par cette logique d'accélération. Par exemple, la crise écologique, on peut dire que vraiment le système économique dans lequel on est trop rapide pour le monde dans lequel nous vivons. On peut parler aussi de crise démocratique et du fait que là aussi, les choses vont trop vite pour que le système politique puisse suivre. Et puis, on peut parler aussi de crise psychologique, c'est-à-dire que notre âme, notre individualité ne tient pas, n'arrive pas à suivre. Et par exemple, à travers la multiplication des burn-out, on peut effectivement constater que ces crises s'accélèrent, sont de plus en plus nombreuses. Et en cela, effectivement, je répondrai oui à cette question. Je suis d'accord avec cette idée. Ok. Haben wir eine andere Frage, oder? Okay. Also zum zweiten Begriff. Okay. Dann der zweite Begriff soll der Gegenbegriff sein, also Entschleunigung, Langsamkeit. Donc le deuxième concept, la deuxième notion, elle se construit en opposition à la première. C'est comme un contre-concept. C'est donc la décélération ou plus précisément la désynchronisation. Non, pas la désynchronisation. Décélération, alors. Décélération, oui. C'est ça. Okay. Ah, Décélération, oh, oui, okay. Also meine Beobachtung ist ja wirklich, dass dieses System dynamischer Stabilisierung eben erst im 18. Jahrhundert beginnt. Ne? Das heißt, es gab auch vorher schon Beschleunigung, aber dieser Zwang, diese eingebaute Logik, immer schneller zu werden, die lässt sich seit dem 18. Jahrhundert beobachten. Und genau gleichzeitig beginnt der starke Wunsch nach Langsamkeit, nach Verlangsamung. Das beginnt eigentlich mit der Dampfmaschine. Es gab eine starke kulturelle Opposition gegen Eisenbahnen zum Beispiel, die als seelenlose Rösser bezeichnet und wahrgenommen wurden. Et alors, ce que j'observe, c'est que cette espèce de concept de stabilisation dynamique, ça commence au XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'il y a évidemment cette accélération, elle a commencé avant. Il y a déjà eu des processus d'accélération antérieurs à cette date. Mais cette contrainte, cette obligation à aller plus vite, elle date de cette période. Et ce qui est frappant, c'est qu'on constate qu'exactement au même moment apparaissent des envies, des désirs, des vœux de lenteur, de ralentissement. Ça commence avec la technologie de la vapeur. Il y a très, très rapidement des oppositions très fermes au chemin de fer. Ja, oui. Und eigentlich, man sieht dann auch die immer gleichen Diskurse und kulturelle Bewegungen. Es gab damals, als die Eisenbahnfahrt erfunden oder eingeführt wurde, Wissenschaftler, die gesagt haben, diese hohe Geschwindigkeit macht unser Gehirn kaputt. Und Mensch ist zu hoch für unser menschliches Gehirn. Und es ist den Menschen ja auch wirklich übel geworden. Es ist ihnen schlecht geworden, wenn sie aus dem Fenster geguckt haben. Wir mussten uns erst an das hohe Tempo gewöhnen. Und diese Wahrnehmung, dass die hohe Geschwindigkeit uns krank macht, dass sie die Kultur zersetzt, hat sich mit jeder neuen Einführung wiederholt. Es gab gleich starke Opposition gegen das Auto, gegen das Fernsehen und in jüngster Zeit gegen das Handy oder den Computer. Man hat also eigentlich immer die gleiche Bewegung. Es kommt eine Beschleunigungstechnologie und starke kulturelle Entschleunigungswünsche. Die Menschen träumen geradezu von der langsameren Welt, von der sie dann nach der Beschleunigung annehmen oder glauben, dass sie viel schöner gewesen sei. Es kommt zu einer Rückprojektion, die irgendwie dieses langsamere Leben als schöner erscheinen lässt. Et ce qui est frappant et intéressant, c'est qu'on voit que les mêmes discours
et les mêmes mouvements se reproduisent à chaque fois. Quand les chemins de fer ont été inventés ou installés, on a eu des scientifiques à l'époque qui disaient que cette vitesse allait détruire les cerveaux humains, que le corps humain n'était pas adapté à ce type de mouvement, que ça rendait les gens malades. Il a fallu d'abord s'habituer à cette vitesse s'y faire. Et cette observation, cette représentation du fait que la vitesse nous rend malades, ça s'est reproduit à chaque fois, à chaque nouvelle innovation technique. On a pu voir le même type de discours émerger face à la voiture, face à la télévision, face au téléphone portable, face aux ordinateurs. Il y a systématiquement ce double mouvement d'une technologie d'accélération et immédiatement ensuite un vœu culturel, une envie culturelle de décélération. Et à chaque fois, ça s'accompagne de discours sur le fait que c'était mieux avant, des discours qui considèrent que cette vie plus lente était préférable. Das interessanteste Beispiel ist übrigens, um 1900, also vor 120 Jahren, gab es in Paris eine Bewegung reicher Herren, in der Regel von Gentlemen oder Dandies, die haben aus Protest gegen die hohe Geschwindigkeit des damals schnellen Lebens Schildkröten an der Leine geführt. Ja, statt Hunde Schildkröten, um zu zeigen, sie sind für Langsamkeit. Und eigentlich ist das so ähnlich wie heute die Slow Food oder Slow Movements, ja, der Versuch, Leben langsamer zu machen. L'exemple le plus intéressant, il date de 1900, c'est-à-dire il y a 121 ans. À Paris, une société de jeunes gens de la haute société, des gentlemen ou des dandies, ont protesté contre la vitesse de la vie de l'époque, contre l'accélération qu'ils expérimentaient eux-mêmes dans leur vie quotidienne, en promenant dans la rue au bout de laisse des tortues plutôt que des chiens. Et aujourd'hui, ces mouvements peuvent être tout à fait comparables, par exemple, au mouvement du slow food, qui tente de réinstaurer de la lenteur dans ces vies qui s'accélèrent. Wenn man es begrifflich sehr streng nimmt, kann man ganz genau fragen, was Entschleunigung eigentlich heißt, ja, nämlich jeweils das Gegenteil von Beschleunigung. Also im Bereich der technischen Beschleunigung würde dann Entschleunigung heißen, Verlangsamung der Transportgeschwindigkeit, Verlangsamung der Kommunikationsgeschwindigkeit und Verlangsamung der Produktionsgeschwindigkeit. Si on s'appuie, si on se base, se fonde très strictement sur le concept, si on se demande très directement ce que signifie ce concept de décélération, on peut répondre que c'est tout simplement le contraire du concept Beschleunigung, donc accélération. Et ça voudrait dire très concrètement rallonger le temps de transport, le temps de communication, le temps de production. Und wir können schon sehen, dass das manchmal attraktiv ist und auch Sinn macht. Ja, wenn Leute sagen, ich gehe lieber zu Fuß oder nehme das Fahrrad anstatt das Automobil oder sogar das Flugzeug. Natürlich stimmt es, dass wenn wir uns langsamer fortbewegen, zum Beispiel pilgern auf dem Jakobsweg, wir eine ganz andere und vielleicht intensivere Erfahrung des Körpers und der Landschaft haben. Das ist anders, als wenn wir durch die Landschaft fahren oder sogar durch die Landschaft fliegen. Et on peut déjà constater, voir à quel point cette solution peut s'avérer attractive, attirante, voire préférable. L'idée, par exemple, de préférer la marche ou le vélo plutôt que la voiture ou l'avion. Comme s'il s'agissait d'un pèlerinage, on voit bien qu'il est question là d'une expérience physique, corporelle plus intense à l'intérieur du paysage que dans des moyens de transport plus rapides. Und desgleichen kann man sich fragen, was heißt Verlangsamung in der Kommunikation? Auch da gibt es ja manchmal das Bedürfnis zu sagen, ich möchte nicht eine SMS schreiben, ich möchte mit der Person lieber reden oder mit ihr, oder ich schreibe einen handgeschriebenen Brief. Ja, das ist Verlangsamung der Kommunikationsgeschwindigkeit.
die wir dort manchmal, die wir manchmal versuchen. Und auch wenn wir einfach das Handy ausschalten, digitales Fasten wird das ja manchmal genannt, ist das auch ein Versuch, die hohe Geschwindigkeit der permanenten kommunikativen Vernetzung und der Kommunikation zu verlangsamen. Da gibt es in der Tat ein großes kulturelles Bedürfnis danach. Et on peut aussi se poser la question dans le domaine de la communication, exactement la même question. Et ça peut donner lieu, par exemple, au choix de refuser d'écrire un SMS et de choisir plutôt de parler avec la personne ou même de lui écrire une lettre manuscrite. C'est aussi ce qui s'exprime dans le choix d'éteindre son téléphone portable, ce qu'on peut appeler de manière de plus en plus commune faire un jeûne numérique. Donc tout ça, effectivement, va dans cette même direction de ralentissement. Et on observe de nos jours un besoin culturel fort autour de cette notion. Und das Gleiche gilt schließlich auch für die Produktion, für die Herstellung von Dingen. Wenn Menschen zum Beispiel sagen, ich möchte das Brot selber backen oder aber ich möchte einfach selber kochen und nicht einfach in die Mikrowelle nehmen oder irgendwie schon vorbereitete, hochtechnisierte Produkte essen, sondern wirklich, das ist eben zeitintensiv. Deshalb ist Slow Food ja auch mit der langsamen Herstellung von Gütern betrifft das, also um jetzt nur dieses Feld zu nehmen. Und auch da gibt es ja eigentlich eine starke Bewegung und eine starke Sehnsucht, Dinge von Hand zu tun, zum Beispiel auch Holz zu hacken oder Rasen zu mähen. Ja. Das sind eigentlich Verlangsamungstechniken in einer Welt, in der wir diese Dinge mit Hochgeschwindigkeit technisch erledigen können. Et enfin, on peut aussi décliner cette idée dans le domaine de la production. C'est le cas, par exemple, des personnes qui choisissent de faire elles-mêmes leur pain ou de cuisiner leurs aliments, leurs repas, et de refuser de recourir au micro-ondes et à la nourriture industrielle. C'est donc, encore une fois, tout le mouvement, tout ce qui est porté par le mouvement du slow food. Et là aussi, il y a un mouvement fort, un besoin fort. Ça se retrouve aussi dans le fait de couper du bois ou de tondre sa pelouse et de le faire soi-même, alors qu'on pourrait recourir à des technologies qui permettraient de le faire beaucoup plus rapidement. Also das heißt, wenn Sie von Entschleunigung träumen oder Entschleunigung versuchen wollen, dann macht es durchaus Sinn, in diesen 3 Dimensionen zu denken. Ja, kann ich manchmal wenigstens mich langsam fortbewegen, langsam kommunizieren oder die Kommunikationsgeschwindigkeit senken oder langsam produzieren. Aber im Prinzip, aber das Wichtigste ist für mich, das zu sehen, und deshalb ich bin ein Skeptiker der Entschleunigung. Ich glaube, dass das vielleicht sogar der falsche Weg ist, um unser gesellschaftliches Problem zu überwinden, weil diese Verlangsamungstechniken in der Regel nur in gesellschaftlichen Oasen möglich sind. Also am Samstag machen wir Slow Food, da kochen wir, aber dieses Kochen, dieses gemeinsame Kochen wird sozusagen zum Fest, zur außergewöhnlichen Situation, genauso wie der handgeschriebene Brief. Einmal im Monat schreibe ich vielleicht Briefe von Hand oder gehe zu Fuß. Aber grundsätzlich in allen anderen Tagen, in unserem allgemeinen Leben, können wir gar nicht anders, als auf die Beschleunigungstechniken zurückzugreifen. Also Entschleunigung führt in unserer Gesellschaft ein Oasendasein, das eher ein ergänzendes Prinzip zur Beschleunigung ist als ihr Gegenteil. Wir werden auf diese Weise Gesellschaft nicht entschleunigen können. Et si vous-même, vous rêvez de ralentir les choses, vous rêvez de lenteur, alors ça a du sens, effectivement, de se poser la question dans ces 3 domaines différents, dans ces 3 directions différentes, à la fois les transports, la communication et la production. Mais le plus important pour moi, c'est que je suis bien obligée d'admettre que je suis un sceptique de la décélération. Je crois même que c'est une mauvaise solution aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Je pense que c'est possible dans une sorte de monde à part, de domaine d'oasis sociale, de monde d'endroits particuliers et extraordinaires dans le vrai sens du mot, c'est-à-dire hors de l'ordinaire. Si je cuisine, c'est possible le samedi.
À ce moment-là, c'est une fête, c'est une situation qui sort du quotidien. De la même façon que quand j'écris une lettre, ça ne peut pas être quelque chose que je fais tous les jours, puisque dans la vie quotidienne, on ne peut pas faire autrement que de se plier à cette accélération constante. Donc, à mon sens, ce principe de décélération tel qu'on vient de le décrire, il est finalement là plutôt pour compléter le principe d'accélération que nous expérimentons, plutôt que de le contrer, de le contredire. Mhm. Also ich bin ein bisschen skeptisch gegenüber der Entschleunigung aus zwei Gründen. Erstens, ich glaube nicht, dass wir alles so lassen können, wie es ist. Wir können nicht im System dynamischer Stabilisierung leben und nur langsamer machen. Ja, deshalb glaube ich, wir brauchen eine Überwindung an dieses Systems dynamischer Stabilisierung. Wir brauchen eine Neuerfindung unserer sozialen Existenzweise. Und dazu, glaube ich, ist Langsamkeit, das ist mein zweiter Grund, eigentlich auch nicht per se etwas Gutes. Ja, eine langsame Internetverbindung ist nicht besser als eine schnelle. Und ein langsamer Notarzt oder eine langsame Feuerwehr sind ziemlich schlecht. Und eine langsame Achterbahn stürzt sogar ab. Wenn Menschen also von Entschleunigung träumen, dann meinen sie nicht Langsamkeit per se, sondern eine andere Existenzweise. Et ce scepticisme que je décris, il a deux raisons principales. D'abord, je ne crois pas qu'on puisse laisser tomber les choses, laisser les choses comme elles sont. Je pense que ce système de stabilisation dynamique dans lequel nous évoluons, il va falloir le dépasser, il va falloir en faire quelque chose. On ne va pas pouvoir tout simplement ralentir tout en le conservant et en restant dedans. Et deuxièmement, je ne considère pas que la lenteur en soi soit forcément quelque chose de désirable ou d'appréciable, de bon. Par exemple, une connexion Internet lente, ce n'est pas forcément génial. De la même manière que des urgences lentes ou des pompiers plus lents, ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite. Donc l'idée, c'est vraiment pas de rechercher la lenteur en soi, mais de rechercher une autre façon d'exister. Die Frage ist also, welches ist diese autre façon d'exister sozusagen? Ja. Da habe ich angefangen, mich zu fragen, von was träumen wir, wenn wir von einer langsameren Welt träumen? Und meine These ist, wir träumen von einer anderen Weise des In-Beziehung-Tretens zur Welt und zu uns selbst und zu den anderen Menschen. Et donc la question est bien sûr, quelle serait cette autre façon d'exister? Et donc pour pouvoir répondre à ça, je me suis posé la question de quoi est-ce qu'on rêve quand on rêve d'un monde plus lent? Et la réponse que j'y trouve, c'est qu'on souhaite une autre relation, une autre manière d'entrer en relation avec le monde, avec nous-mêmes et avec les autres. Die These, die ich da entwickle, ist zu sagen, die Beschleunigungsgesellschaft, das System dynamischer Stabilisierung, zwingt uns eigentlich in ein Aggressionsverhältnis zur Welt. Wir sind immer in Zeitnot. Wir müssen Dinge erledigen, beherrschen, kontrollieren, abarbeiten. Und dieses Aggressionsverhältnis zur Welt macht uns unglücklich und macht die Natur kaputt. Und deshalb träumen wir von einer anderen Form des In der Weltseins, die ich ein Resonanzverhältnis nenne. Wir träumen davon, mit Dingen, mit uns selbst, mit der Welt in Resonanz treten zu können. Et la thèse que je développe, c'est que cette société d'accélération, cette stabilisation dynamique, elle nous oblige à développer avec le monde une relation qui est de l'ordre de l'agression. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'idée qu'il faut accomplir des choses, faire, contrôler. Et tout ça a un effet évidemment extrêmement néfaste, notamment sur la nature. Donc l'idée est vraiment de rechercher une autre façon d'être au monde, une autre façon d'exister dans ce monde. Et moi, la réponse que j'y trouve, je lui donne le nom de résonance. Pour moi, il y a vraiment cette idée d'entrer en résonance avec le monde. Und damit möchte ich den zweiten Punkt beschließen, nämlich mit der These, dass wir nicht Entschleunigung als Ideal nehmen sollten, sondern Resonanz. Und Resonanz ist eine Form des In-Beziehung-Tretens zur Welt, die 4 Elemente hat. Erstens,
das, mit dem ich es zu tun habe, berührt mich wirklich. Das erste Element ist berühren. Etwas spricht mich an. Ich höre einen Ruf, kann man auch sagen. Ich höre zum Beispiel eine schöne Musik oder einen Sonnenuntergang oder ich treffe einen interessanten Menschen oder ich beobachte etwas oder es kann auch in der Arbeit passieren. Das erste Element ist, etwas berührt mich. Das zweite Element ist, ich antworte darauf. Ich gehe diesem Ruf entgegen und fühle mich dabei lebendig. Das dritte Element ist, ich bleibe dabei nicht der gleiche. Ich verwandle mich. Ich werde lebendig in dieser Form der Weltbeziehung. Und das Entscheidende ist aber, ich kann diese Resonanzbeziehung nicht kontrollieren. Ich kann sie nicht erzwingen und ich kann nicht sagen, was dabei herauskommt. Deshalb steht eine Resonanzbeziehung in einem Spannungsverhältnis zur Beschleunigungsgesellschaft. Und deshalb ist eine resonante Welt etwas anderes als eine beschleunigte Welt. Und das war mein zweiter Punkt. Et donc, je vais conclure sur ce deuxième concept, cette deuxième notion, avec cette idée que, donc, ce vers quoi nous devrions tendre n'est pas la décélération, mais la résonance. Et cette résonance, je la définis par 4 éléments différents. D'abord, ce à quoi j'ai affaire m'émeut par exemple dans le sens premier du mot, c'est-à-dire me remue, me bouge, a un effet sur moi. Quelque chose m'appelle, s'adresse à moi quand j'écoute de la musique, quand je regarde un coucher de soleil, quand je rencontre une personne intéressante. Ça a un effet sur moi, ça déclenche en moi une émotion, quelque chose qui a un mouvement sur moi. Le deuxième élément, c'est que j'y réponds. Et donc, en répondant à cet appel, je me sens vivant. Le troisième élément, c'est que je ne reste pas le même, je me transforme. Justement, c'est en ça que je suis vivant. C'est-à-dire recevoir cet appel et y répondre a encore une fois un effet sur moi qui est de l'ordre de la métamorphose. Et le quatrième élément, c'est que cette action-là, je ne peux pas la contrôler, je ne peux pas la contraindre et je ne peux pas savoir ce qui peut en résulter. Donc en cela, en voyant ces 4 éléments, on peut conclure et voir clairement que cette idée de résonance, cette idée comme une manière d'être au monde est réellement différente de cette accélération, ce rapport au monde dans lequel nous sommes actuellement. Okay. Alors, je vais juste voir. Est-ce qu'il y a quelques questions ou quelques idées? Alors, nous avons une question, donc en français puis en allemand. Dans quelle mesure la technologie peut-elle éviter de contribuer à l'accélération? Donc, wie kann die Technologie dabei helfen, nicht zur Beschleunigung beizutragen? Ja, das ist eine gute und wichtige Frage. Ich habe in dem Beschleunigungsbuch versucht darzulegen und bin immer noch davon überzeugt, dass es nicht die Technologie per se ist, die uns in die Beschleunigung zwingt. Alors, c'est une bonne question et une question importante. Dans mon livre sur l'accélération, j'ai essayé de développer l'idée à laquelle je crois encore, qui me convainc encore, que ce n'est pas la technologie en soi qui nous contraint à l'accélération. Ich kann das gerne an einem Beispiel erläutern. Also damit beginnt das Beschleunigungsbuch, das große Beschleunigungsbuch, nicht das kleine, ich habe ja 2 geschrieben. Und das umfassende Beschleunigungsbuch beginnt mit einer Welt, ich nenne das eine Uchronie, statt einer Utopie, die Geschichte einer Welt, die es noch nicht gegeben hat. Dort hat jemand, eine Person, ein bestimmtes Arbeitspensum zu erledigen. Die Person muss eine bestimmte Strecke am Tag zurücklegen, sie muss ein bestimmtes Arbeitspensum erfüllen und auch mit eine bestimmte Kommunikationsleistung erbringen. Und die Technologie sorgt dafür, dass die dafür benötigte Zeit in allen 3 Hinsichten abnimmt.
Ja, die Person ging früher zu Fuß, jetzt nimmt sie das Auto, dann braucht sie nur noch 10 Minuten statt eine Stunde. Sie muss ein Buch abschreiben, aber heute kann sie das Buch kopieren oder downloaden. Deshalb braucht sie nur noch 2 Minuten, wo sie früher einen ganzen Tag brauchte. Und sie kann das Telefon nehmen oder eine SMS schicken, statt dass sie zu Fuß eine Kommunikation überbringen muss. Deshalb hat sie ganz viel Zeit zur Verfügung. Wir sehen also, dass logisch gesehen die Technologie uns entschleunigt und nicht beschleunigt. Donc, je peux illustrer ça par un exemple concret. Le grand livre, le gros livre, le livre d'envergure que j'ai écrit sur l'accélération, puisqu'il y en a deux, il y a aussi un petit. Le grand, il commence par cet exemple précis. Il parle d'un monde uchronique, ce qui s'oppose à l'utopie, donc un monde qui n'a jamais existé, où une personne doit à la fois accomplir une tâche tous les jours, faire un trajet et communiquer. Et on voit comment la technologie rend ces trois choses plus rapides, lui permet de faire ça plus vite. Au lieu de marcher, il va en voiture. Au lieu de recopier un livre, il peut le downloader. Et pour communiquer, il a un téléphone. Donc tout ça lui libère énormément de temps. Et on peut donc dire que si on le considère de façon purement logique, la technologie, elle nous permet de plutôt dégager du temps, ralentir plutôt qu'accélérer, plutôt qu'être dans l'accélération. Wir können daraus 2 Dinge lernen, die beide wichtig sind. Beide Dinge sind sehr wichtig. Erstens, die Zeitnot und der Beschleunigungsdruck kommen nicht aus der Technologie selber, sondern aus dem sozialen und ökonomischen System der dynamischen Stabilisierung. Es gibt keine notwendige Verknüpfung zwischen der Technologie und dem System dynamischer Stabilisierung. Zweitens aber, solange wir uns in einem solchen System bewegen, in dem die Wachstumsraten immer über den Beschleunigungsraten sind, also die Menge dessen, was wir tun müssen oder tun wollen, steigt schneller als die Geschwindigkeiten zunehmen. Solange wir uns in dieser Welt bewegen, ist Technik niemals die Lösung für das Zeitproblem. Denn alle technischen Zeitgewinne werden sofort wieder aufgefressen, sozusagen aufgebraucht, durch die Zunahme des Volumens dessen, was wir tun müssen, abarbeiten müssen und kontrollieren müssen. Deshalb ist in der Welt, in der wir momentan leben, wir denken immer, Entschuldigung, ich muss diesen Punkt nochmal klar machen, wir denken oft als Einzelne, wenn wir an Zeitknappheit leiden, ich brauche eine schnellere Technologie, ein schnelleres Auto, eine schnelle Computerverbindung, ein schnellerer Mechanismus an der Supermarktkasse. Aber wir können seit 250 Jahren sehen, dass in dem System, das wir haben, technische Beschleunigung das Problem nicht löst, sondern verschärft. Et de ça, on peut tirer 2 enseignements. Il y a 2 choses qu'on apprend. La première, c'est que cette urgence, cette pression sur le temps et la rapidité ne provient pas de la technologie elle-même, mais du système social, de ce fameux système de stabilisation dynamique dont on a beaucoup parlé. C'est ce système précisément qui entraîne cette pression. Le deuxième enseignement, c'est que tant que nous sommes dans ce système-là, qui fonctionne avec une idée de croissance permanente et constante, la technologie ne peut pas être la solution à aucun moment. C'est-à-dire qu'on observe vraiment de manière tout à fait systématique à quel point tout le temps qu'on peut gagner grâce à la technologie est immédiatement dévoré par les tâches supplémentaires que nous devons accomplir, le travail que nous devons faire et tout ce que nous devons contrôler. On observe dans nos vies quotidiennes qu'on pense souvent « Ah, j'ai besoin d'une technologie plus rapide, j'ai besoin de faire ça de manière plus efficace, j'ai besoin par exemple d'une caisse automatique quand je fais mes courses. » Mais on voit bien systématiquement à quel point ces technologies, ces solutions ne règlent pas le problème, mais ne font que l'accentuer. So, sollen wir zum dritten Begriff, oder? Ich glaube schon. Okay. Ja, machen wir. Okay.
ich habe bisher gesagt, dass diese Logik dynamischer Stabilisierung eigentlich seit dem 18. Jahrhundert fast durchgängig zu beobachten ist. Donc j'ai dit que cette logique de stabilisation dynamique, on peut l'observer depuis le XVIIIe siècle de façon quasiment ininterrompue. Es ist aber interessant zu sehen, dass sich da etwas ändert, weil im 18. Jahrhundert diese Beschleunigungsprozesse eigentlich in allen drei Ebenen, ja, technische Beschleunigung, sozialer Wandel, Beschleunigung des Lebenstempos, mit der Erfahrung von Fortschritt verbunden waren, mit der Hoffnung, dass die Welt besser wird, dass wir uns vorwärts bewegen. Also Beschleunigung hieß eigentlich eine Vorwärtsbewegung auf eine bessere Welt hin. Et c'est intéressant de voir comment quelque chose se transforme justement au XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'à ces trois niveaux d'accélération, aussi bien le niveau technique que le niveau de transformation sociale, que le niveau de rythme de vie quotidienne, on voit que tout d'un coup, ils sont tous les trois étroitement liés à la notion de progrès. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que l'humanité va vers l'avant, qu'on est en train de se diriger grâce à cette accélération vers un monde meilleur. Man kann das sich klar vor Augen führen. Natürlich hatten die Leute die Hoffnung, dass zum Beispiel durch ökonomische Beschleunigung, die Form von Wachstum annimmt, Knappheit überwunden wird. Die Hoffnung war, Menschen werden keinen Mangel mehr haben. Die Hoffnung war auch, dass Zeitknappheit überwunden wird. Durch die schnelle Technologie werden wir viel Zeit gewinnen, um frei leben zu können. Wir werden Unwissenheit überwinden, wir werden Knappheit überwinden, wir werden Zeitmangel überwinden und deshalb eigentlich in ein Zeitalter der pazifizierten Existenz eintreten. Et on peut vraiment se le représenter concrètement. On peut tout à fait saisir, comprendre que les gens aient pu croire que grâce à cette accélération, grâce à ces mouvements, on ne manquerait plus de rien. Que la croissance nous apporterait tout ce dont on avait besoin, aussi bien pour se nourrir qu'en termes de temps et de liberté, que tout ça amènerait finalement vers une existence pacifiée. Das heißt also, dass wenn man Beschleunigung als Laufen versteht, als Rennen, als Vorwärtsrennen, ja, dann war der Anfang dieses Systems, der Moderne, ja, das Rennen auf die Neuzeit hin. Ja, der Begriff der Neuzeit, der ja eigentlich ursprünglich sozusagen aus dem Christlichen kommt, war die Idee, wir schaffen diese neue Zeit selbst, wir rennen auf ein Ziel zu. Et si on se représente cette idée d'accélération comme une sorte de course en avant, on peut voir vraiment comment débute ce système de la modernité. Il y a vraiment cette idée, ce qu'on peut appeler en allemand le Neuzeit, l'époque moderne, donc le nouveau temps, mot à mot. Et il y a cette idée de course permanente qui se dirige vers un but et un objectif. Et on se dit que cette époque nouvelle qui s'ouvre, on va pouvoir la diriger, la contrôler grâce à cette course. Jetzt hat interessanterweise der große französische Theoretiker der Beschleunigung, Paul Virilio, schon um 1980 einen Wandel festgestellt. Er hat das mit dem Begriff der Inertie polaire beschrieben, was man in Deutsch übersetzt hat als rasender Stillstand. Ja, da sieht man diese Idee, dass die Vorwärtsbewegung zum Ende kommt und man ganz schnell auf der Stelle tritt. Et il est intéressant de constater que le grand théoricien français de l'accélération, qui s'appelle Paul Virilio, il a déjà abordé ce sujet en 1980 et il a développé ce concept qui en français s'appelle inertie polaire, qu'on a traduit en allemand par rasender Stillstand, ce qui veut dire donc mot à mot, plus exactement, une inertie frénétique, c'est-à-dire une inertie qui est en permanence dans un mouvement qui se précipite.
Et donc, il y a vraiment cette idée que le fait de courir vers l'avant, d'aller vers le progrès, en fait, arrive à sa fin, que ça ne peut aboutir qu'à l'inertie. Und erstaunlicherweise hat das, was Paul Virilio 1980 vorhergesehen hat, jetzt in der Covid-Krise eigentlich erst seine Wirklichkeit erfahren, seine Verwirklichung. Weil was wir da erleben, ist, dass wir physisch stillgestellt sind im Lockdown. Das ist in Frankreich so, das ist in Deutschland so, das ist fast weltweit so. Die Zahl der Flüge ist um 95% gesunken zum Beispiel. Ich sitze den ganzen Tag im Lockdown und im Homeoffice vor dieser Kamera und vor diesem Mikrofon. Ja, sobald ich ein bisschen zur Seite gehe, bin ich schon aus dem Bild. Das heißt, ich bin stillgestellt. Das ist der Stillstand. Ja. Aber in dieser physischen Stillstellung bin ich jetzt gerade in Marseille. Vorhin war ich in Zürich. Letzte Woche war ich in Delhi. Am Sonntag in New York. Das ist das Rasen. Ja. Das ist genau das, was Paul Virilio mit rasendem Stillstand meinte. Er hat gesagt, wir werden eigentlich wie festgeschraubt, uns körperlich gar nicht mehr bewegen. Die Welt wird ganz still. Das Einzige, was rauscht, sind die Datenströme um uns herum. Et c'est étonnamment ce que Paul Virilio prédisait déjà ou prévoyait déjà en 1980 vient de se réaliser avec le Covid. C'est-à-dire ce que nous vivons actuellement, ce que nous traversons, c'est vraiment précisément cette inertie, cette réduction à l'inertie des corps, cette absence de mouvement physique, notamment à travers le confinement qu'on a vécu, qu'on vit encore en France, mais qui est une expérience partagée dans beaucoup de pays du monde. On observe aussi que les vols, l'aviation a baissé de 95%. Et moi-même, je suis là, assis à mon bureau, en train de travailler à domicile. Et ne serait-ce que si je bouge un tout petit peu, je sors déjà de l'écran, on ne me voit plus. Donc, je suis vraiment réduit à l'inertie, contraint à cette inertie physique. Et pourtant, ce soir, je suis à Marseille. Juste avant, j'étais à Zurich, à Delhi. La semaine prochaine, je serai à New York. Donc, justement, dans ce mouvement-là, on voit cette deuxième notion de frénésie. Cette idée d'inertie frénétique, c'est ces deux notions qui se contredisent et qui pourtant se complètent. C'est-à-dire que nos corps physiquement sont vissés et la seule chose qui circule, mais qui circule massivement, ce sont les données. Diese Erfahrung ist interessant, weil wir feststellen, es gibt so etwas wie eine Zoom-Fatigue, eine Ermüdung, ein Energieverlust, der daher kommt, dass wir eben doch noch leibliche Wesen sind, die den körperlichen Kontakt, die körperliche Bewegung, auch die körperliche Wirksamkeitserfahrung brauchen. In einer Welt, in der sogar die Pizza einfach durch einen Knopfdruck auf die Pizza-App kommt sozusagen, die scheint uns am Ende auch psychisch auszusaugen. Das ist eine interessante Erfahrung, die wir jetzt in der Covid-Krise machen. Et cette expérience est intéressante parce que nous voyons, nous expérimentons que nous avons une sorte de fatigue, une lassitude, parce que en tant qu'être vivant, en tant qu'être physique, nous avons besoin de contact physique. Même quand on peut commander une pizza en appuyant sur un bouton, en fait, ça a un coût psychique pour nous. Ja, aber wichtig ist mir, dass ich glaube, dass wir inzwischen noch über die Zeit von 1980 hinausgegangen sind und über Virilio in gewisser Weise, weil aus dieser Idee, dass wir nach vorne laufen auf die bessere Zeit zu im 18. Jahrhundert, ist zuerst die Erfahrung geworden, dass wir eigentlich auf der Stelle treten. Ja, wir kommen nicht voran, das ist rasender Stillstand. Jetzt haben wir aber sogar das Gefühl, dass wir trotzdem noch zurückrutschen, dass der Abgrund immer näher kommt. Dass wir immer schneller laufen müssen, um das Bestehende zu erhalten, um auf dem Laufenden zu bleiben, être en courant sozusagen, dass aber trotzdem die Gefahren, die Probleme, die Krisen immer größer werden.
Et je crois que ce qui est important, c'est qu'entre-temps, ce qui était théorisé en 1980, nous l'avons même dépassé. C'est-à-dire que cette idée de progrès, du fait que nous allons vers l'avant, elle est passée à l'idée que nous faisons du surplace, donc cette idée d'inertie. Mais dorénavant, nous avons même l'impression parfois de revenir en arrière. Nous avons le sentiment de devoir aller de plus en plus vite, que nos mouvements doivent s'accélérer de plus en plus pour simplement conserver ce qui est, alors que le danger et les crises sont en augmentation constante. Ja, vielen Dank. Man sieht das, man sieht das sehr eindrücklich daran, wie Menschen arbeiten und wie sie hoffen. Weil seit 200 Jahren oder 250 Jahre lang hat die Überzeugung Menschen angetrieben, dass sie hart arbeiten, auch hart arbeiten müssen, um den Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Ja, Eltern haben 250 Jahre lang eigentlich in der ganzen modernen Welt, in Europa, in den USA, in Lateinamerika, in Asien und allmählich überall, die Idee verfolgt, hart zu arbeiten, damit die Kinder es einmal besser haben, dass sie ein besseres Leben haben können. Et on voit ça de façon très impressionnante, à la fois en regardant comment les gens travaillent et comment ils espèrent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette conviction universelle qu'on retrouve partout dans le monde et qui est très ancrée, qu'on doit travailler dur pour permettre à ses enfants de vivre mieux. Und jetzt können wir feststellen, dass überall in der sogenannten entwickelten Welt, in Japan, in den USA, übrigens gerade im Silicon Valley, in Europa, diese Hoffnung erloschen ist. Ja, Eltern sagen jetzt, wir müssen alles tun, was wir können. Wir müssen die Kinder mit der Geburt schon so gut fördern, wie es uns möglich ist, damit sie das Bestehende erhalten können, damit es ihnen nicht schlechter geht, damit sie nicht abrutschen. Ja. Das ist sozusagen rasender Stillstand der verzweifelten Sorte. Wir müssen immer schneller laufen und der Abgrund kommt von hinten immer näher. Wir laufen nicht mehr auf ein Ziel zu. Wir werden nicht von einer positiven Vision angetrieben, sondern von einer negativen Vision, von einer Apokalypse gejagt. Und diese kulturelle Umdrehung scheint mir von zentraler Bedeutung zu sein. Et aujourd'hui, on peut constater que dans tout ce qu'on appelle les pays développés, dans tout le monde occidental, au Japon, dans la Silicon Valley, en Europe, cet espoir a disparu. Aujourd'hui, les parents ont le sentiment qu'ils doivent tout faire dès leur naissance, pour permettre à leurs enfants de conserver ce qu'ils ont et de ne pas expérimenter une perte ou le fait de chuter, d'avoir un destin moins bon que ceux des parents. Un déclassement, c'est le mot que je cherchais. Donc on voit que cette inertie, elle est vraiment du côté du désespoir. On n'est pas attiré, on n'est pas emmené par une vision positive. Le but vers lequel on va n'est pas positif. On est au contraire mu par une vision négative. C'est comme si on était chassé par l'apocalypse. Et cette espèce de grand basculement, de grand retournement culturel, il me semble être d'une importance centrale. Und diese negative Vision, das ist nicht nur eine Vision, es ist eine Erfahrung, weil das System dynamischer Stabilisierung erfordert, dass wir immer mehr Energie investieren in die Aufrechterhaltung des Beschleunigungsregimes. Wir brauchen immer mehr physische Energie, kohlenstoffbasierte Energie, und das führt zu einer Überhitzung der Ökosphäre. Sozusagen, was wir tun, ist ja eine Art von Burning up, ein Ausbrennen der Ökosysteme, weil wir immer mehr physische Energie verbrauchen. Und gleichzeitig kommt es zu einem Burnout der Individuen. Wir brauchen immer mehr psychische Energie. Wir müssen sozusagen immer mehr investieren, um uns zu optimieren entlang aller möglicher Parameter. Dieser Druck ist inzwischen
in vielen Hinsichten unbarmherzig geworden. Übrigens, gerade auch in asiatischen Ländern können wir das sehen. Das ist nicht nur ein europäisches Problem. Das interessanteste Beispiel dafür sind Studierende oder also junge Leute in Südkorea, die ein Verbrechen begehen, um ins Gefängnis zu kommen, die dort sagen, das ist der einzige Ort, an dem ich für einen Moment frei sein kann, weil ich dort diesen Druck nicht fühle, ganz schnell rennen zu müssen, um die Erwartungen meiner Eltern zu erfüllen. Meine These lautet also, das System dynamischer Stabilisierung saugt alle politische Energie, alle physische Energie und alle psychische Energie auf, um sich zu stabilisieren. Et cette vision négative, c'est pas seulement une vision, c'est aussi une expérience. C'est quelque chose que nous traversons et que nous vivons. C'est-à-dire que ce système de stabilisation dynamique, il exige toujours plus d'énergie, y compris de l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie fossile, enfin, vraiment concrètement l'énergie grâce à laquelle on fait tourner le monde, précisément pour maintenir ce régime. Et le fait d'avoir besoin de plus d'énergie et d'en utiliser de plus en plus, évidemment, amène au réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place un burn-up de l'écosystème, en même temps qu'on est en train de vivre un burn-out des individus. Et on voit vraiment ce besoin accru et en permanence croissant d'énergie psychique qu'on est obligé d'investir pour, entre guillemets, s'optimiser. Et c'est quelque chose qu'on observe dans les pays asiatiques, pas seulement en Europe. On peut, par exemple, considérer cet exemple des étudiants ou des jeunes gens en Corée du Sud qui, exprès, commettent un délit ou un crime pour pouvoir aller en prison, se faire emprisonner, parce qu'ils déclarent que dans cet endroit-là, c'est le seul endroit où ils peuvent expérimenter un peu de liberté, le seul endroit où ils peuvent échapper à cette pression constante de course permanente et de réponse obligatoire aux attentes des parents, de leurs parents. Donc, on voit à quel point ce système de stabilisation dynamique, il chasse, il fait disparaître toute énergie politique, toute énergie psychique, simplement pour rester tel qu'il est. Okay, ich möchte aber nicht mit dieser negativen Vision enden, sondern ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass wir es schaffen können, dass eine andere Welt möglich ist. Aber wir brauchen dafür eine Vision, die Vision einer anderen Weise des Lebens, des in der Weltseins. Und diese Vision darf nicht ausgehen von der Idee des Verfügbarmachens, des Kontrollierens, ja, des Dominierens der Welt. Deshalb habe ich dieses Buch geschrieben, Rendre le monde indisponible, weil ich glaube, dass wir als Menschen alle diesen anderen Modus der Resonanz kennen. Das bedeutet, wir brauchen Fantasie, ja, Imaginationskraft, um zu entdecken, was es heißt, mit der Welt in Resonanz zu treten, oder in Resonanz zu sein, mit den Menschen, dass wir sie nicht beherrschen wollen, mit den Dingen, die wir nicht immer steigern müssen, sondern die wir in ein Antwortverhältnis bringen können. Es ist mir wichtig dabei, dass ich nicht sagen will, früher waren wir in Resonanz, heute sind wir es nicht mehr. Die Moderne hat Resonanzsensibilitäten massiv hervorgebracht und gesteigert, dass wir Natur als Resonanzsphäre erleben, dass wir Kunst als Resonanzsphäre erleben, dass wir mit unseren Kindern in Resonanz treten wollen und mit den Menschen, die wir lieben, aber auch Demokratie als Resonanzspiel. Das sind moderne Vorstellungen. Und ich glaube, wir müssen diese Idee, diese Erfahrung Resonanten in der Weltseins stark machen und sie nutzen, um unsere Institutionen, insbesondere die ökonomischen Institutionen, so umzubauen, dass eine resonante Welt und ein resonantes Leben möglich ist, das nicht einem blinden Steigerungszwang unterworfen ist, sondern nur dort beschleunigt, wo es aus kultureller Sicht, aus der Sicht unserer Erfahrung auch Sinn macht. Und damit möchte ich für heute das beenden. Es sei denn, es gibt doch Fragen, auf die ich mich sehr freue. Mais je ne veux pas finir sur cette vision négative.
je continue à penser, à croire, à considérer qu'un autre monde est possible, que nous sommes capables d'instaurer un autre monde. Mais pour cela, je crois fermement que nous avons besoin d'une vision, d'un objectif, d'une autre façon d'être au monde, justement. Et pour ça, je pense qu'il faut qu'on sorte de cette notion de disponibilité, de domination, de contrôle, de ce rapport au monde qu'on a beaucoup eu jusqu'à maintenant. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Rendre le monde indisponible ». On a besoin de fantaisie, on a besoin d'imagination, on a besoin justement de ces choses-là pour découvrir ce que ça peut signifier, ce que ça peut être, d'entrer en résonance avec le monde, avec les autres et avec soi-même. Et je ne veux pas dire qu'avant, cette résonance existait et que nous l'aurions perdue avec la modernité. Je crois au contraire que la modernité a apporté beaucoup dans ce concept de résonance, qu'on relie maintenant avec la nature, avec la culture, avec les enfants, avec qui on peut construire des relations denses et fortes. Tout cela, ce sont des conceptions modernes. Et je pense que ces expériences que nous faisons dans ces différents domaines, nous devons les fortifier, les utiliser pour reconstruire notamment nos structures économiques. Je pense qu'il faut que nous allions vers une direction qui ait du sens pour nous sur le plan culturel. Et c'est là-dessus que je souhaite conclure, à moins qu'il y ait des questions, ce qui me réjouirait. Et nous avons une question qui est très longue. Sehr lange Frage. Comment pourrions-nous appliquer cette décélération et résonance dans le monde du travail alors que les pratiques, les techniques et les objectifs de la productivité paraissent toujours plus encouragés? Wie können wir diese Entschleunigung und Resonanz in der Arbeitswelt anwenden, während die Praktiken, Techniken und Ziele der Produktivität weiter angefeuert oder begünstigt erscheinen? Ja, auch das ist natürlich eine ganz wichtige und ganz dringende, aber auch ganz schwere Frage. Ich glaube, dass in jedem Arbeitsvorgang eigentlich, an jedem Arbeitsplatz, sagen wir, es immer zu einem Konflikt kommt, zu einer Spannung zwischen einer Resonanzorientierung und einer Steigerungsorientierung. Der Arbeitsplatz ist für die allermeisten Menschen auch eine Resonanzsphäre. Sie erfahren sich dort als wirksam und die Arbeit bedeutet ihnen etwas. Es ist fast so etwas wie eine Resonanzschnur zur Welt. Aber und deshalb sozusagen möchten sie gute Arbeit machen. Und wenn Menschen zum Beispiel in dem Pflegebereich tätig sind, im Hospital oder so, oder auch im Bildungsbereich, in der Schule, da erfahren sie ganz körperlich, sie erfahren immer einen Resonanzappell. Sie schauen in ein Gesicht und sehen, dass ein Mensch mit ihnen in Resonanz treten will. Und gleichzeitig stehen sie unter einem Beschleunigungsdruck. Und genau dieses gilt aber auch für alle anderen Arbeitsplätze, sogar für die Fabrik. Oder wenn Sie zum Beispiel, was heute ein ganz beschleunigter Bereich ist, nämlich Sie sind Paketdienstleister, also in der Logistikindustrie tätig. Jedes Mal, wenn Sie ein Paket aushändigen, ja, haben Sie einen Moment der Interaktion, in dem eine Idee von Resonanz aufkommt. Und Sie können dieser nie nachgeben, weil Sie ganz enge Zeitpläne haben. Und meine Idee ist jetzt, ich würde gerne Leonard Cohen hier zitieren, there is a crack in everything, that's how the light comes in. Ja. Die Idee ist, es gibt in jeder dieser Tätigkeit eine Spannung, einen Riss, in dem eine Resonanzorientierung auf den Steigerungszwang stößt. Und ich möchte diesen Riss größer machen und ausnutzen mit gewerkschaftlicher Hilfe, mit politischer Hilfe, aber auch mit individuellem Widerstand in jeder einzelnen Handlung. Die Resonanzorientierung zum Durchsetzen zu bringen oder wenigstens Geltung zu verschaffen gegenüber der Verdinglichungs- oder Beschleunigungslogik. Sorry, das war sehr lang. Es tut mir leid. C'est en effet une question très urgente, à la fois importante et difficile. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que dans tout processus de travail, dans tout emploi, on observe un conflit, une tension entre une orientation qui irait vers la résonance et une autre orientation qui irait vers l'augmentation ou l'accélération.
on peut observer que pour beaucoup de personnes, le travail est une sphère de résonance. C'est un endroit où il y a de l'utilité et du sens. Et c'est la raison pour laquelle on a envie de faire un bon travail. On met de l'importance et du sens dans le fait de bien travailler. C'est quelque chose qui s'observe de manière très directe et concrète dans le domaine du soin à l'hôpital ou dans le domaine de l'éducation à l'école. Là, on voit vraiment physiquement un appel de la résonance et en même temps une obligation d'accélération. Si on regarde par exemple concrètement un des endroits où cette accélération a des effets particulièrement forts et néfastes, dans le domaine de la logistique, quand il s'agit de préparer des paquets ou de les livrer, même là, on peut trouver une interaction. Il y a aussi ce moment qui est évidemment très réduit puisque les plannings sont très difficiles à tenir, mais il y a quand même un contact, un échange, un moment de résonance. Et là, je voudrais citer Leonard Cohen. There's a crack in everything, that's how the light comes in. Donc, il y a une fêlure, une fissure partout. C'est comme ça que la lumière entre. Et donc, je considère vraiment que c'est possible d'aller contre cette logique d'accélération à la fois sur le plan social, sur le plan politique, mais aussi avec des résistances individuelles. Okay, merci beaucoup. Merci à vous. Ah, on avait une dernière petite question. Okay. Que pensez-vous du changement d'heure pour la nuit à venir? Was denken Sie von der Zeitumstellung der kommenden Nacht? Eine lustige Frage. Ja, das ist wirklich lustig, weil eigentlich jahrelang musste ich jedes Mal im Frühjahr und im Herbst gab es Anrufe von Radiosendern und von Fernsehsendern, die mich immer diese Frage gefragt haben. Ja. Und genau genommen ist, also ich finde das nicht ein so großes Problem wie die allermeisten Menschen. Ja. Genau genommen ist es weder eine Beschleunigung noch eine Entschleunigung. Es ist ein Moment der Desynchronisation. Ja. Man sieht natürlich, dass viele Prozesse, die zeitlich ineinandergreifen, gestört werden, besonders auch Biorhythmen im Körper und natürlich in der Natur. Ja. Das heißt, es kommt für eine gewisse Zeit zu einer Desynchronisation und Desynchronisation ist tatsächlich ein Problem der Moderne, der Beschleunigungslogik. Insofern kann man sagen, diese Zeitumstellung verursacht jedes Mal kleine Krisen, wie sie die Beschleunigung im Großen verursacht. De facto persönlich freue ich mich allerdings immer darüber, wenn wir im Herbst die Stunde wieder zurückkriegen. Ich habe immer das Gefühl, das ist wie ein Geschenk. Aber beschleunigungstheoretisch gesehen ist das keine besonders gute Idee. Alors, c'est effectivement amusant parce que pendant des années, au printemps et à l'automne, j'ai reçu des appels de la part de chaînes de télé ou de radio qui me posaient cette question. Et je dois bien avouer que pour moi, ça ne pose pas un si grand problème que visiblement pour beaucoup d'autres personnes. Pour moi, ça ne concerne ni une accélération ni une décélération. C'est plutôt de l'ordre de la désynchronisation. Ce qu'on observe au niveau des biorhythmes, de la nature. Et cette histoire de désynchronisation, pour moi, c'est un problème de la modernité parce qu'on voit vraiment que ça entre totalement dans cette logique d'accélération et qu'à chaque fois, ce changement d'heure entraîne des petites crises. Moi, je dois avouer qu'à titre personnel, je suis toujours content en automne de récupérer l'heure qu'on avait perdue au printemps. J'ai toujours l'impression que c'est un cadeau. Mais il faut bien avouer que sur le plan de cette idée d'accélération et cette logique de stabilisation dynamique, ce n'est pas une bonne idée. Ok, mais avant que nous finissons, d'abord tout, je voudrais remercier Marie Herrmann. Je le trouve vraiment spectaculaire, incroyable. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment elle fait ça. C'était une traduction excellente. Merci beaucoup pour ça. Merci à toi. Eh bien, vraiment infiniment merci Hartmut Rosa pour avoir abordé aussi clairement une contemporanéité aussi complexe. Et peut-être que nous allons essayer entre burn-up et burn-out de faire résonner le monde. Et nous allons tenter peut-être de réanimer
le monde, de prendre soin du monde à plusieurs échelles. Et pour ceux qui sont arrivés en in media res, en milieu de conférence, l'association Opéra Mundi remercie donc ses partenaires, la bibliothèque L'Alcazar. Vous pourrez retrouver cette conférence sur la chaîne YouTube et le Goethe Institut aussi, ainsi que le consulat à Lyon. La traductrice Marie Hermann nous a permis de passer la muraille des langues et de façon talentueuse. Donc nous la remercions. Et enfin, tous les participants de cette conférence qui avaient pu participer à l'interrogation d'Hartmut Rosa, a posé énormément de questions au niveau du chat. Et c'est Sonia Preux qui a su en faire la sélection ou en faire la synthèse. Encore merci pour vous, parce que les conférences Opéra Mundi, nous essayons de les faire avant tout pour le public. Et on vous invite à visiter notre site et nos pages des réseaux sociaux si vous voulez être au courant de toutes les autres conférences, des prochaines conférences peut-être en présence que nous allons organiser. Encore merci à tout le monde, ça ne s'est pas fait tout seul. Infiniment merci à Hartmut Rosa et Marie Hermann, parce que sans eux, il n'y aurait pas eu de conférence. Voilà. En tout cas, bon appétit et bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Au revoir.